Le Splendide, c'est comme un palais extraordinaire qui serait sorti d'un roman de Scott Fitzgerald, qui serait tombé du ciel et qui, dans sa chute, a abasourdi la population d'Aqouas parce qu'il est tombé au milieu de nulle part. Et un siècle après, les gens ne s'en sont toujours pas remis. Moi, je suis arrivé ici en 68. J'ai atterri dans un petit village qui s'appelait Gabaret. Mon père a travaillé comme mécanicien donc, dans ce village. Et puis ensuite, il n'y a plus de boulot et il a atterri à Dax. C'est comme ça. Je suis à Dax depuis l'âge de 14 ans, quoi. Quand on est arrivé par le car avec mon père, on est descendu sur la place de la Fontaine d'eau chaude. On est arrivé à pied pour aller à la maison, donc au Sablard. Et on est passé, il m'a dit, tu vois là, il y a un très grand hôtel. Ah, je dis, ouais, effectivement. Je dis, on ne peut pas y rentrer là-dedans. Ah, il m'a dit, non, en principe, c'est que les grandes personnes qui rentrent là-dedans. Voilà. Et j'ai vécu avec ça, quoi. J'ai dit, j'avais jamais mis les pieds au Splendide avant que je rentre effectivement pour y travailler. Voilà, ben là on rentre dans le bar américain tel qu'il était à l'origine et tel qu'il est encore aujourd'hui. Voilà, 4 tables. C'est là que les clients venaient prendre le café, l'apéritif, discuter, parce qu'à l'époque on prenait l'apéritif, on prenait le petit vin cuit. Voilà, le comptoir qui n'a pas bougé, qui est dans son jus. Alors, autant la première année que je suis rentré, j'étais très intimidé. J'ai dit, mais non, qu'est-ce que je fais là? Moi, petit élève d'école hôtelière, je sors de l'école hôtelière, qu'est-ce que je fais là? Et puis, ma foi, ben, au fur et à mesure, on s'intègre et après, on fait partie du mobilier, on fait partie de... Voilà. On servait la bière. On avait la caisse enregistreuse ici, la machine à café là. Et on faisait ces petits cocktails devant le client, ici sur le comptoir, on préparait dessous. Alors évidemment, les premiers services, on était gauche. Même qu'on avait appris à faire la pince, etc., on était gauche. On servait, on n'osait pas, voilà. Et puis après, ma foi. Et alors, ben, j'étais demi-chef de rang. J'ai fait mon premier service. Les serveurs étaient habillés en Spencer. C'était des Spencer violets, mauves. Et il n'y avait pas de Spencer à ma taille. Donc on m'a mis une veste de commis. Alors les vestes de commis, c'était des vestes blanches comme des cuisiniers, avec un col Mao et des épaulettes rouges. À l'époque, on faisait le citron pressé, l'americano maison, on faisait le cocktail Splendide. Alors pendant les fêtes de Dax, c'était les gens, il fallait qu'ils prennent un Splendide. Voilà, c'était comme ça. Mes premières fêtes de Dax, Fernand Reynaud, à table. Tu vas servir Fernand Reynaud. Ah ben allons-y. Voilà, table numéro 1, je me rappelle toujours. Demi-Beaujolais. Et voilà, donc monsieur a mangé assez renfermé. Hein. À Dax, qui était une toute petite ville, il y avait 15 000 habitants, des termes qui marchaient qu'à un cas, il y avait très peu de curistes. On a dit, il est fou. Et des gens continuent à le dire. Ils disent, ton grand-père, il a fait un truc de fou, mais enfin, on est bien content de l'avoir parce qu'à Dax, ça représente un point incontournable. Mon arrière-grand-père et mon grand-père, les deux, Raphaël et Eugène, ont été les grands supporters de l'eau chaude. Ils nous expliquaient le thermalisme, l'eau chaude, l'ingénieur Claude qui voulait développer ça à l'échelle mondiale, la géothermie. Ils pensaient que l'eau chaude, c'était une manne pour Dax. Et ils avaient organisé des canalisations pour que tous les Dacois aient de l'eau chaude.
Lui qui n'a jamais dans sa chienne de vie vécu un mois dans la ville de Dax ne pourrait employer, sans être poursuivi pour faute de syntaxe, le verbe s'ennuyer. Et sans craindre que l'on me taxe d'exagérer la chose un peu, je prétends moi que l'on ne peut s'ennuyer bien qu'à Dax. L'ennui là-bas est si profond qu'on n'en atteint jamais le fond. Il ne peut pas en exister un seul qui lui soit comparable. L'ennui de Dax est insondable. On ne peut pas lui résister. Je n'en ai jamais vu de tel et je le trouve impitoyable, puisqu'il n'est même pas mortel. Se jeter dans l'Adour, du toit d'une maison? Vous auriez tort, vous n'y trouveriez pas la mort. On y trouve la guérison. En 1925 s'ouvre à Paris l'exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes. Parmi les visiteurs, on note la présence d'un élégant gentleman venu de Dax, son nom, Eugène Méliès-Lacroix. Il a réussi dans ses affaires principalement grâce à son père, l'ancien ministre des colonies, maire de Dax et sénateur des Landes, Raphaël Méliès-Lacroix. Eugène Méliès-Lacroix, il est fasciné par ce qu'il a vu. Il va prendre des contacts avec des artisans. Il est passé d'ailleurs devant les stands de plusieurs personnalités et artistes qu'on va voir 3 ans plus tard à Dax. Le maître verrier Louis Barillet, qui va faire les vitraux de l'Atrium, la firme Gentil et Bourdet, qui va faire les céramiques, notamment de la Grande Fontaine, Genet et Michon, qui reçoit le Grand Prix à l'exposition, qui va faire tous les luminaires du Splendide, ou encore, et c'est le plus important, André Granet, l'architecte. André Granet, en collaboration avec les frères Perret, qui incarnent quand même le modernisme en architecture, a conçu le théâtre de l'exposition de 1925. Et quand on regarde ce théâtre, aux surprises, il y a des colonnes qui vont être reproduites à l'identique à l'Atrium à Dax. Donc Eugène va revenir à Dax des étoiles plein les yeux. L'entre-deux-guerres, c'est une époque où tout est possible pour qui veut entreprendre. Eugène l'a très bien compris, il sait ce qui se passe sur la côte basque. Saint-Jean-de-Luz et Biarritz sont en train de bondir, le bassin d'Arcachon également. Il se dit qu'il n'y a aucune raison que Dax n'ait pas sa place là-dedans, d'autant plus qu'on est sur la voie ferrée qui nous conduit à la côte basque. Au même moment, il y a la station d'Ossegor qui sort de terre. Et toutes les notabilités de France et d'Europe viennent séjourner sur le bord de mer, sur le littoral. La Côte d'Argent est en train de sortir de terre. Dax fait partie intégrante de ce projet et Eugène est parfaitement convaincu que le tourisme est l'économie de l'avenir. Et il ne s'est pas trompé. C'est quelqu'un qui est fasciné par l'architecture. Et ça tombe bien puisqu'avec son ami Pomade, il a de grands projets pour sa ville. D'ailleurs, dans cet objectif-là, il va se rapprocher de l'architecte parisien Granet, à qui il va demander un projet de restauration ou de rénovation du quartier thermal de Dax avec la création d'un très vaste hôtel de luxe et d'un nouveau casino. C'est un projet embryonnaire, mais qui va jeter les bases de son grand projet thermal qui va donner naissance au Splendide. Un événement inattendu va accélérer les choses. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1926, un gigantesque incendie va se déclarer dans l'aile sud des Bains Salés. Le lendemain de l'incendie, on découvre donc l'ampleur des dégâts. On va estimer les dégâts à 700 000 francs. Heureusement, le bâtiment est couvert par les assurances. Donc Eugène va se retrouver devant un choix. Soit il peut restaurer à l'identique avec cet argent, le bâtiment, soit il va complètement le détruire et construire à son emplacement un bâtiment moderne. Évidemment, c'est la deuxième opportunité qu'il va saisir, voyant là une occasion inespérée de pouvoir débuter plus tôt que prévu son projet et donc donner un exemple modèle de sa vision du thermalisme. Les choses donc vont aller très vite. En décembre 1925, le jour de Noël, Eugène annonce dans la presse que 3 architectes ont été réunis, Albert Pomade, l'architecte de la ville, Jean Prunetti, qui vient tout juste de s'installer, et André Granet, l'architecte parisien.
Ces trois hommes de l'art sont chargés de dessiner le visage du futur quartier thermal. Et parallèlement, on annonce la création imminente d'un casino, ce sera l'Atrium, et d'un hôtel de 170 chambres, ce sera le Splendide. Alors c'est un chantier un petit peu particulier puisqu'on va devoir concevoir un hôtel avec un bâtiment déjà existant. D'un côté, un chantier de démolition et de l'autre, simultanément, on est en train d'élever le nouveau bâtiment. On récupère les matériaux jusqu'au premier étage, on se sert du moellon du casino. Donc toutes ces parties-là sont construites à partir de pierres existantes. Au-dessus, c'est la charpente en béton armé, le squelette de l'établissement, qui se constitue de poteaux et d'armatures de plancher. Pour arriver à faire cette armature-là, on va utiliser des dizaines de milliers de poteaux de pin pour faire les coffrages. Et donc c'est une forêt de poteaux qui soutiennent le bâtiment et font ainsi office de coffrage. C'est un chantier aussi fabuleux puisqu'il va donner du travail à toute une population d'ouvriers réfugiés qui sont au chômage, espagnols mais aussi italiens, pour certains qui ont fui, qui ont pris l'exil et qui sont hautement qualifiés. Les mosaïstes italiens par exemple, les peintres espagnols ou les coffreurs portugais qui vont intervenir sur ce chantier et qui vont avoir, grâce au Splendide, durablement du travail pendant plus d'1 an et demi. En moins 27 avant Jésus-Christ, la légende dit que la fille de l'empereur Auguste, Julia, est venue à Dax pour soigner une maladie dont on ne connaît pas l'origine. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a guéri. Et à la suite de ça, dès son retour à Rome, son père, l'empereur Auguste, va donner son nom à la ville de Dax. Aquae Tarbellicae va devenir Aquae Augustae. Ça, c'est la légende fondatrice de Dax. Donc 1933, au moment où il devient sénateur des Landes, il décide que c'est l'année où l'on doit faire la plus grande fête qu'ait connue la ville de Dax. On est dans un contexte qui est très ambigu, il ne faut pas l'oublier. L'Allemagne va mettre en avant un homme moderne et va vouloir s'inspirer de l'Antiquité. Le Duce en Italie fait la même chose. On va idéaliser la Rome antique. Eugène Méliès-Lacroix, il est fasciné par tous ces ensembles palatiaux qui véhiculent une image idéaliste de la Rome impériale. Ce qu'il va faire avec le Splendide, ce qu'il va faire avec son immense fête, c'est ni plus ni moins que glorifier ce passé romain et d'une certaine manière aussi être un petit peu l'impérator de toute cette fête. Le bâtiment, il ouvre ses portes au public durant les fêtes de Dax 1929. Au même moment, aux États-Unis, on est en plein cœur du krach boursier de Wall Street. À ce moment-là, personne au Splendide ne se doute de l'immensité de la catastrophe qui est en train de se produire et des répercussions qu'elle va engendrer dans les années à venir. Nous quittâmes Paris le 29 mai dans l'après-midi. Le temps était maussade. Sur les routes, il y avait l'interminable cortège des voitures qui fuyaient le nord menacé. Nous arrivâmes à Dax vers 18h. Les rues étaient très agitées, plus une seule place dans les hôtels.
Le Splendide grouillait de clients énervés par le voyage, qui se plaignaient déjà de n'avoir pas eu de salle de bain ou de chambre bien située. Sacha travaillait dans le bureau qu'il s'était installé tant bien que mal. Il me prit dans ses bras et ne me cacha pas combien il était heureux de me revoir. Il me remercia aussi pour toutes les valeurs que j'avais pu empiler dans la voiture. Les troupes allemandes entrèrent dans la ville le 28 juin. Musique assourdissante et pas de parade. Sacha les regardait, appuyé à la fenêtre de sa chambre. Le général allemand, nouveau commandant de la place, fit réquisitionner des chambres splendides. Les registres de l'hôtel furent passés au crible. Le lendemain, alors que je traversais le hall, j'entendis la directrice dire à un officier qui l'interrogeait. « Justement, voici sa secrétaire, Madame Fernande Choisel. » Je me retournai instinctivement. L'officier vint à ma rencontre, claqua les talons, salua, et dans un bon français... « Madame, c'est le soldat qui a salué, c'est l'homme qui parle. Mes camarades et moi, nous n'ignorons pas ce que Monsieur Sacha Guitry est à la culture française. Nous admirons son talent et son esprit, et nous serions honorés si ce soir, après le dîner, Monsieur et Madame Guitry voulaient bien accepter de prendre le café avec nous. Faites-leur part de notre invitation, s'il vous plaît. » Ce que je fis. Sacha garda un masque froid. Il tripotait un crayon. Il continua à le tripoter sans me poser la moindre question. Vous voyez, Madame Choisel, nous sommes d'accord tous les deux. Mais que voulez-vous que je fasse? Je suis un peu la culture française. Ce soir-là, je ne me sentis pas à l'aise. Je fis traîner le travail et j'attendis leur retour. Alors, monsieur, qu'en pensez-vous? Très mauvais, Madame Choisel, très mauvais. Imbuvable, ce café. Nous n'en parlâmes jamais plus. Quand sommes-nous libres? Quand nous dépassons la croûte superficielle du signe linguistique, des mots, du social. Quand nos actes émanent de notre personnalité tout entière et l'expriment. La liberté s'expérimente au contact de notre moi profond, par un accord réel avec lui. C'est alors le moi d'en bas qui remonte à la surface. La liberté ne fait qu'un avec le jaillissement du moi profond. Depuis 1925, Henri Bergson souffrait de très douloureux rhumatismes. En juin 1940, il ne songeait qu'à fuir l'avance allemande. Il était bloqué à Dax par le manque d'essence. Il désirait, avant de voir la suite des événements, se rendre à Pau. L'hôtel de la Paix n'était pas encore réquisitionné par les Allemands. Le gradé qui commandait la troupe installée à l'hôtel de la Paix était un professeur de philosophie qui parlait parfaitement le français. Ayant appris que Bergson disposait d'un sauf-conduit procuré par Sacha Guitry, il avait demandé à M. Barbe de l'avertir de l'heure de départ du philosophe. Pour cet Allemand, Bergson avait beau être le fils d'un juif polonais, il n'en était pas moins le plus grand philosophe vivant. Effectivement, à l'heure prévue pour le départ de Bergson, son disciple allemand avait fait mettre en rang sa petite troupe. Bergson ne pouvait se déplacer tout seul. Il avait été descendu, porté sur un fauteuil. Au moment où il arrive dans la cour, la troupe est mise au garde-à-vous. Rend les honneurs et le gradé philosophe s'approche de Bergson pour lui serrer la main. Ce dernier refuse, disant « Pas aujourd'hui. La guerre finie peut-être. » Il y a des odeurs que je ne supporte pas. Il y a des odeurs de cuir que je ne supporte pas. Et ils avaient toujours des bottes tellement bien cirées, tellement que ça sentait le cuir, c'était terrible. Le premier Allemand qui est rentré, il est rentré en moto. Il est passé derrière la fontaine chaude là-bas. Et j'ai vu ça. Et puis j'ai pas réalisé parce que j'avais pas de raison de réaliser. C'était curieux de voir cet homme casqué en moto. Et puis c'était des SS, alors c'était des grands gabarits. Ici, dans la région, les hommes n'ont pas des gabarits comme ça. Je suis née ici dans cette maison en 1933. J'étais une toute petite fille au début de la guerre. Oui. C'est une enfance difficile. Ma mère, quand elle était jeune, on me disait viens Colette. C'était la boulangère, ça l'arrangeait. Ça arrangeait la boulangère, mais elle, vous vous rendez compte de ce que c'était contraignant de découper tous ces petits trucs tous les jours.
J'avais des parents qui étaient très ouverts d'esprit. J'étais élevée d'une manière très stricte, mais ils étaient très ouverts d'esprit. Et ce qui fait que ils vendaient des bijoux et des choses qui ne se faisaient pas à Dax. Ils vendaient des netsuke, ils vendaient des tabatières à opium, ou comme ça, très, très jolies. Et ils avaient des gens qui venaient au Splendide, qui étaient des collectionneurs. Donc ils venaient au magasin parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver quelque chose qu'ils n'auraient pas trouvé à Paris parce qu'ils n'avaient pas le temps, ou même qu'ils ne connaissaient pas l'endroit, etc. Oh, ce vase est très joli, ce bohème est ravissant. Ah mais non, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est joli aussi. C'est quoi, c'est du baccarat, bon. Et puis il disait, non, mais écoutez, je ne sais pas me décider entre les deux. Ah, ma mère disait, écoutez, si ça ne vous dérange pas, si ça vous fait plaisir, on va vous les amener à l'hôtel et vous pourrez choisir, vous serez plus à l'aise, plus tranquille, on vous les dépose, on reprendra demain. Il ne faut pas oublier que les SS, ils étaient là, à côté, hein, au Splendide. Alors vous ne faisiez pas ce que vous voulez. Les maquettes ont l'air d'être très réalistes et elles ne le sont pas tout à fait, puisque je travaille sans échelle et qu'elles sont construites de manière intuitive, ce qui fait qu'à aucun moment je suis dans la reproduction du réel, mais uniquement dans l'évocation. Tout comme je joue des époques, on ne peut pas tout à fait définir ni le lieu ni l'époque. Et ça, c'est plus un travail que je fais sur la question de la mémoire. Et c'est comme si je mettais dans une boîte plusieurs strates de mémoire qu'on aplatit, et puis tout ça fait un seul souvenir. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée. Ici même, dans ce bar, dans le fumoir du Splendide, ils étaient tous présents autour de cette radio. Monsieur Guitry était à votre place, juste devant moi, et la radio qui crachait le discours du maréchal. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, nous donnent... Le va-et-vient s'accentuait tous les jours entre Biarritz et Bordeaux. Nombreux étaient ceux qui s'arrêtaient à notre hôtel, le Splendide, pour y prendre un repas, pour y passer la nuit. C'est là que nous avons vécu les dernières heures désespérantes de la guerre. C'est là que nous avons, un jour, appris par la radio la funeste nouvelle. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. La France demandait, hélas, un armistice. Autour de l'appareil, nous étions là 25 ou 30, et nos regards, tous nos regards, se sont tournés vers le même homme, vers celui d'entre nous qui nous semblait le plus à plaindre, vers Monsieur Hanoteau, parce qu'il avait 87 ans, parce qu'il avait donné 70 ans de sa vie à la France, parce qu'il l'avait connue triomphante et prospère, et parce que sans doute, il ne la verrait pas guérie de ses blessures. Statufié par le désespoir, le vieil historien du fond de son fauteuil pleurait, en regardant fixement, sans nous voir. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
novembre 43. À la sympathique, inoubliable blondinette Élie. Toujours sur les routes, croyez sans aucun doute que je pense souvent à vous, à votre accueil si doux. C'est vous dire que je n'oublie pas votre coin exquis des Landes, d'accès si sympathique qu'on aimerait y vivre tout l'an. Je me dis, pendant l'occupation, pendant la guerre, il y a quand même des gens qui ont... Là, pour moi, ils étaient dans leur bulle, dans leur cocon. Il n'y avait rien autour, la guerre, les Allemands, c'était... je pensais à toi, ma petite blondinette, je pense à toi, mon Jean, et voilà, c'était des courriers extraordinaires. Et ça, c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre, ici au Splendide, une histoire, somme toute, qui aurait pu se dérouler à notre époque, aujourd'hui, maintenant, mais ça s'est passé. Ce qui est troublant, c'est que ça s'est passé pendant l'occupation, pendant la guerre, pendant que les Allemands étaient au Splendide. En dehors des Allemands, la chose la plus terrible que j'ai vue, qui marque toute ma vie et me rend féministe, c'est des femmes tendues. J'étais sidérée. Ils étaient là au coin, là, après, sur le truc du Splendide. Là. Et s'acharner sur elle, il est déshabillé, il est déchiré, il est tombé, ses cheveux qui tombaient comme ça, ça a été terrible, ça, vous ne pouvez pas savoir. Le 23 août 1944, alors que la résistance libère Paris, Sacha Guitry, encore en pyjama sous son veston, est arrêté par les forces françaises. On lui reproche son soutien à Pétain et sa proximité avec l'occupant. Au bout de 3 ans de procès, c'est finalement grâce au témoignage du personnel du Splendide qu'il obtiendra un non-lieu. En 1953, sur le tournage de Si Versailles m'était compté, Sacha met en scène le peintre Maurice Utrillo, qu'il admire beaucoup. Le célèbre peintre de Montmartre, fils de Suzanne Valadon, a pris l'habitude de venir à Dax avec sa femme pour travailler au calme. Utrillo, c'était un personnage, parce que sa femme, elle ne le laissait sortir que quand il avait peint, ou quand il avait joué au train électrique, parce qu'il avait un train électrique, et il jouait avec le train électrique. Mais elle le punissait, quoi. Il était vraiment... Alors il s'évadait, il passait par le Mont-Charles, parce que c'était plus discret. Quand il s'échappait, il allait chez les lazaristes, parce qu'il buvait un petit coup de rouge, il aimait bien ça. Le 5 novembre 1955, Utrillo décède dans sa chambre du Splendide. Le cercueil est chargé sur le toit de la voiture et transporté à Paris pour des obsèques qui regrouperont 50 000 personnes. La première chose que je fais, c'est que j'écoute les lieux. J'écoute le silence ou pas d'ailleurs des lieux. Voilà. John était accroché aux cordes, l'éponge à la main, prêt à la flanquer sur le ring. Jack s'avança d'un pas. La sueur coulait sur son visage et de grosses gouttes ruisselaient le long de son nez. « Viens te battre », dit-il à Walcott. Point de suspension. Deux cocktails splendides pour la 6. On ne s'en lasse pas, le préféré de l'établissement.
À qui le tour? La vache réussit quelques jolies passes, mais c'est finalement la vacherie de l'homme qui a le dessus. Servez donc un splendide à mon ami boxeur et à sa douce Columbia. Ils partent en voyage de noces. À votre voyage de noces. Oui, monsieur. Un americano pour la 2. Comme à l'habitude, un gin pour Madame Garnier. Et pour monsieur Hemingway, un daiquiri rhum citron vert. Vous assistez à la corrida? Ça va être un beau cartel ce soir. Dominguine, Ordonez, Mondeno. « 1960. Comment imaginer qu'à la fin de ce siècle, la caravane des toreros circulera en fourgonnette et fera halte dans des hôtels standards près des sorties d'autoroute. Ni Luis Miguel ni Antonio n'envisagent pareille misère. Leur Oldsmobile ou leur Hispano Suiza se garent à Arles devant le Norpinus, à Nîmes devant l'Imperator et à Dax au garage du Splendide. Ou sinon... Les après-midi d'août, à Dax, sont un avant-goût de l'éternité. Les rideaux épais des chambres de l'hôtel font de leur mieux pour filtrer le boum-boum des fanfares qui défilent sans se lasser. Les dormeurs écroulés sur le gazon rêvent vaguement d'orage. Sur la terrasse, les éventails s'épuisent à remuer l'air, mais il n'y a pas d'air. Ernest est assis dans la torpeur du bar et il est ivre. S'il s'allongeait maintenant, il ne serait jamais réveillé à l'heure de la corrida. Il tient le coup parce que d'ici la fin de l'été, le magazine Life va publier en 3 épisodes son ultime récit, L'été dangereux. Antonio est immobile, allongé sous le ventilateur silencieux. Il attend l'heure, il pense à son père, le grand torero Niño de la Palma, qui servit de modèle à Hemingway pour « Le soleil se lève aussi ». Il pense à Carmen, qui doit être en prière à présent, dans la maison de Ronda. Orson est assoupi. Son cigare lui est tombé sur la chemise. Heureusement, il est éteint. Comment faire pour aimer vraiment l'Espagne quand on ne supporte plus la chaleur?
Ava est prête, elle pense à Lorraine. Lorraine est prête, elle pense à Ava. Luis Miguel pense à lui, c'est le seul sujet qui l'intéresse. Miguel, le fils qu'il a eu avec la sublime Lucia Bose, a déjà 4 ans. En ce moment, il doit être en Italie. Peut-être joue-t-il au toréador avec son parrain, Luchino Visconti. Luis Miguel s'en fiche. On tape 3 coups à la porte, c'est l'heure, maestro. Il faut s'habiller. Lorraine Bacal change de tenue pour la 3e fois. Dans le miroir, elle tente de se voir telle qu'on la regardera tout à l'heure, au premier rang d'ombre. Orson Welles se dit qu'il est vraiment trop lourd désormais pour toréer, même un amateur. Comme il le fit il y a 30 ans à Séville, on l'appelait El Americano. Il travaille maintenant d'arrache-pied à l'adaptation au cinéma de Don Quichotte. Le projet traîne, ce jour de taureau est pour lui un entracte joyeux. Antonio Ordóñez laisse au valet d'épée le soin de choisir le costume. Le tabac est or ou l'azur est or, peu importe. Il veut triompher ce soir. Il sait bien sûr que cette rivalité avec son beau-frère Luis Miguel Dominguín est une couillonnade publicitaire. Personne n'y croit, sauf les benets. N'empêche, il ne supporte pas qu'on doute un instant que sa tauromachie à lui est plus pure, plus académique, plus profonde que celle du frère de son épouse. La Cadillac hors de prix que Dominguín a offert à sa petite sœur pour son mariage, il la bousillerait de rage s'il n'était pas si bien élevé. La W&C Scott double canon calibre 12 est restée dans la maison de Ketchum Idaho. S'il l'avait avec lui, Hemingway aurait volontiers mis fin à l'histoire aujourd'hui même, dans la chaleur de ce jour d'août qui n'en finit pas. Le reportage que Life va publier en septembre raconte la rivalité des 2 vedettes. Il s'appellera en anglais « L'été dangereux », en espagnol « L'été sanglant ». Don Ernesto, lui dira Dominguín, vous auriez mieux fait d'appeler ça « L'été Coca-Cola ». Vous êtes très cultivé, mais pour parler de corrida, vous êtes moins doué que n'importe quel aficionado de village. Ava Gardner a 45 ans, elle n'a jamais été aussi belle. Pour qui fait-elle une dernière retouche de rimel au-dessus de ses yeux verts ? Dominguín est prêt. Chacune de mes cicatrices, dit-il, porte le nom d'une femme. On lui a apporté un télégramme, c'est Yves Montand. Lui et Simone sont bloqués à Paris. Ils ne pourront pas l'applaudir ce soir à Dax. Il lui souhaite bonne chance et l'interroge. « Quel costume porteras-tu aux arènes, maestro ?» Question stupide. C'est l'heure, il descend par le grand escalier. Il fait encore plus chaud que tout à l'heure, mais les nuages blancs font écran au soleil. Luis Miguel Dominguín s'en fiche éperdument. Il sait, de source sûre, que c'est le regard des femmes qui fait scintiller l'habit de lumière. Pour comprendre toute la beauté architecturale du Splendide, il nous faut des spécialistes. Et avec leurs différents regards, ils nous proposent une lecture du bâtiment qui est tout à fait précise, singulière et très personnelle, puisqu'ils ont tous un affect aussi avec ce bâtiment de par leur activité professionnelle. C'était pour moi un vrai bonheur de travailler ici, parce que pour la qualité et pour le défi aussi, parce que c'était techniquement assez compliqué. Je crois qu'en France, on est peu nombreux à pouvoir travailler sur ce type de choses. On n'avait pas, la mémoire de la dépose, et ça, c'est super important. Et ça a été très compliqué de tout remettre comme il faut. Ça, c'est donc une dalle d'origine qui était entièrement cassée. Voilà. C'est une dalle de boussoir, le support, un coulé sur sable. Voilà. Voilà. Qui est travaillé au sable. On voit ici que c'est défoncé, c'est pour pouvoir mettre des bouts de miroir qui sont collés au mastic. Et on a travaillé exactement de la même façon qu'à l'époque. On prend une dalle, on la couvre, on découpe, usage unique.
Pour chaque dalle, il y a un pochoir qui est fait. Pour une dalle, il faut une semaine de travail. Cet effet, comment il est réalisé? Ça, c'est simple, c'est la buse. Vous avez une buse avec une sortie, avec le sable, et c'est fait à main levée, ça. C'est tout. À main levée. Ça, c'était pas caché. À l'inspiration. Et donc, le jet, c'est le jet qu'a dessiné. Ils sont tous différents. Voilà, et ça suit le jet, là, comme ça. Clac. Voilà. C'est le sableur dans sa cabine qui fait ça. Et des verrières de ce type-là, est-ce qu'il en existe d'autres en France? À ma connaissance, c'est totalement unique. Mais on a l'habitude, en vitrail, on a des garanties morales d'un siècle. On n'a pas de décennale en vitrail, hein, ça n'existe pas. Donc on sait que normalement, quand on restaure quelque chose, on n'y revient pas. Je vous en prie. Hop. On retrouve le fauteuil et on a vraiment tout l'ensemble parce que c'était vraiment la chambre côté Adour. Nous avions ces méridiennes ou fauteuils qui sont vraiment de Coutray. Des chevets énormément, des bureaux, la coiffeuse. Cet hôtel a quand même de la chance dans son malheur. Il change de propriétaire régulièrement, de gérant régulièrement, mais les choses n'ont pas trop bougé. Ici, aujourd'hui, le rez-de-chaussée a été bien respecté. Les chambres ont beaucoup évolué. Ça a été une grande expérience, oui, parce que je découvrais le mobilier que je ne connaissais pas. Je découvrais la grandeur et la complexité de cet hôtel. Il y a des escaliers partout. Il y a des sous-sols, il y a des entresols. Donc ça a été assez compliqué et j'ai compté quand même, je suis arrivée à compter plus de 1300 pièces. La mosaïque, c'est la multiplication des couleurs, comme l'impressionnisme. Tu as plein de touches colorées pour arriver à un parme. Tu as du bleu, du blanc, des violets, enfin voilà. Et de loin, tu as une couleur, et de près, tu as une dimension différente de la couleur. Ça, c'est des ors anciens, ça des cuivres, mais c'est de l'or 24 carats. Toujours, c'est la couverture du dessus qui fait la finition de l'or. Voilà. Ici, vous avez c'est un trésor, hein, vraiment. Hein. Entre le grès cérame de l'époque, épaisseur 4 à 5 mm, plus les verres or, je veux dire, 31 panneaux, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est très répétitif, il faut tailler énormément. Donc c'est les poignées qui sont un peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est très, comment dire, vous devez respecter le patrimoine qu'on vous lègue, donc il faut être à la hauteur. Donc c'est ça plutôt qui est stressant, je pense. Alors je vais avoir besoin d'un coup de main, de pouvoir mettre le pied ici, pour que je puisse enlever la... Je n'avais jamais imaginé. Ben, moi non plus. Un petit côté tombeau de Toutankhamon, Ah oui, de la vallée des rois. C'est l'aventure, là. Mais il y a la modernité, il y a l'éclairage. Je crois qu'il y a l'ascenseur. Ah ouais. Là, c'est vraiment les entrailles du splendide. Complètement. On va voir l'autocuit où il y a le soleil. Le bunker de Hitler. Qu'est-ce que c'est la pièce là-bas? C'était la salle de transformation. Ils avaient mis un transformateur à ce niveau-là. Dans une zone abordable. Un transfo. Oui, mais bon. Voilà, donc Ça, c'est le deuxième puits. Qui a accueilli à partir de 71 ou 72 les eaux salées, il est ici.
On a grosso modo entre 16 et 20 mètres cubes d'eau, et c'est de l'eau salée, diluée au tiers. Chaque établissement avait ses moyens de stockage, voire de maturation, comme ici au Splendide, des boues pour leur propre usage. Et je pense qu'une bonne partie de la clientèle venait essentiellement pour se soigner. Le casino, il est le premier bâtiment du projet thermal à voir le jour en 1928 et il annonce déjà ce à quoi va ressembler ce quartier grandiose et fascinant. Le projet d'Eugène Méliès-Lacroix, il est absolument écrasant par rapport à la ville. Il n'y va pas par quatre chemins, il rase un quart de la ville pour créer une agglomération moderne. On est là dans une pensée urbanistique qui est digne des travaux d'Haussmann à Paris. Le premier projet qu'il va mettre à l'œuvre, c'est ce casino. Ce casino qu'il imagine comme une sorte de temple antique avec des terrasses, des jardins suspendus. Il est ouvert sur la Dour, il se situe du côté des Baigneaux et il annonce par son programme une architecture déjà très massive, très austère. C'est une ville moderne qui est composée d'une succession de palaces, tous plus fastueux les uns que les autres. Et aujourd'hui, on le sait, le Splendide et l'Atrium sont les ensembles les plus petits qui ont été imaginés dans cet ensemble. L'hôtel le plus important, le Thermal Palace, devait faire 1000 chambres. On est loin des 170 chambres du Splendide. Parallèlement, il voulait construire du côté des Baigneaux d'autres hôtels suspendus et un projet même encore plus incroyable, il voulait faire une retenue sur la Dour afin de faire monter le niveau du fleuve et permettre le canotage un petit peu à la manière d'Évian. On peut le dire, ce bâtiment est le clou de l'ambition d'Eugène, du projet thermal d'Eugène Méliès-Lacroix. Et il s'inscrit avec le casino sur le bord de la Dour, avec une succession de façades toutes plus monumentales les unes que les autres. Ça donne une idée de ce à quoi aurait pu ressembler Dax concrètement. Donc vous voyez que le Splendide là-dedans, il n'occuperait qu'une infime partie de ce bâtiment qui était écrasant par sa masse. Sur ce mur, exactement à cet endroit, se trouvait le tableau que Maurice Utrillo avait fait don à l'Hôtel Splendide à l'époque et qui a disparu pendant la dernière restauration du bâtiment. Ah ben ça me chagrine, et puis j'aurais aimé encore le voir actuellement accroché, quoi. Même si c'est pas à cet endroit-là, mais au moins à un autre endroit. Mais au moins, voilà, quoi, comme beaucoup de trésors qui ont disparu, qui se sont éparpillés. Je pense que l'âme de cet hôtel, c'est les murs, quoi. Pour moi, ou pour ceux qui ont travaillé, on le sent. Tout d'un coup, j'ai vu le buffet de réception avec le faisan, le saumon du Gave, enfin, installé, les assiettes, les clients, les serveurs derrière qui attendaient, le maître d'hôtel, le chef de rang, c'était... Voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on dit qu'il y a certainement une âme, voilà. Je crois que dans tout grand hôtel ou vieil hôtel, on peut y faire n'importe quoi, il reste toujours quelque chose. Le passé se met toujours quelque part. S'installe toujours dans un coin, mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est ça. Et le Splendide, il en fait partie.